heureuse d'accueillir ma collègue Léa Cachéry, députée du Rhône. Bon, je crois que nous avons l'une et l'autre la même manière d'appréhender les missions qui nous sont confiées, c'est-à-dire à la fois bien sûr vous représenter, ça c'est la base, mais aussi avoir un regard attentif sur les territoires où nous sommes, sur les préoccupations, parce que finalement, il n'y a pas que l'aspect législatif, il y a aussi l'attention et ce lien entre nos circonscriptions et l'Assemblée est essentiel. Et je pense que Dominique, tu es un peu la même, nous avons souvent eu l'occasion d'échanger, et moi je suis ravie de t'accueillir à Toulon, et je suis ravie que tu aies accepté de venir, surtout parce que c'est pas toujours facile. Et puis en ce qui vous concerne, merci d'être là malgré ce temps quelque peu incertain. Alors Dominique, pour ne rien oublier, je vais quand même mettre mes lunettes pour te présenter. Docteur en droit, député de la 4e circonscription du Rhône, secrétaire... C'est Lyon. Secrétaire de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée, entré en politique en 1995, avant moi, aux côtés de Raymond Barre, dont elle partageait les convictions européennes et l'ambition pour Lyon. Elle fut entre 1995 et 2014 maire du 6e arrondissement de Lyon et vice-présidente du Conseil général du Rhône. Voilà. Au niveau local, tu es depuis 2014 conseillère municipale et métropolitaine de Lyon. Et grâce au travail que tu fais depuis ton arrivée, et même avant, notre parti t'a confié le poste de secrétaire national à l'éducation. C'est ce qui motive, outre l'amitié que nous avons, ta présence ce soir à Toulon. Juste quelques mots, le constat que l'on fait en matière d'éducation, c'est le même que celui que l'on fait d'une manière générale sur la politique actuelle, et je n'y reviendrai pas, c'est celui d'un échec, un constat d'échec de la politique qui est menée depuis 4 ans. C'est le résultat d'un dogmatisme effréné auquel s'ajoute un clientélisme affiché, et tout cela en revenant sur des mesures que nous avions prises dans la législature précédente et qui commençaient à donner un certain nombre de résultats. Et puis, en mettant en place, alors on revient sur ce qui pouvait fonctionner, et on met en place des réformes qui ne satisfont personne, ni bien sûr ceux qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire ceux qui ont les élèves, ni les enseignants, et encore moins, j'allais dire aussi de manière pragmatique, les finances publiques, que ce soit au niveau de l'État comme au niveau local. Et c'est vrai que bon, nous, comme toutes les collectivités, nous sommes impactés par les dépenses qui sont mises à notre charge, principalement sur les nouvelles activités périscolaires, qui sont loin d'être anonymes. Enfin, bon, beaucoup de choses à revoir, et des chantiers importants qui nous attendent. En tout cas, aujourd'hui, eh bien, nous t'écoutons. Merci Geneviève pour ton invitation à Toulon. Merci pour ton accueil. Merci pour les relations que nous pouvons avoir. C'est vrai que nous ne nous connaissons pas depuis très longtemps, mais je crois que nous avons des relations assez directes et assez amicales, sans doute parce que nous sommes sur les mêmes champs de réflexion et aussi sur la même conception de la politique. Merci donc de m'accueillir ici à Toulon. Je vous prie d'excuser mon retard. Mais il y a à Lyon le quart d'heure lyonnais, et je pense qu'il y a aussi à Toulon le quart d'heure toulonnais. Je pensais arriver avec le soleil du sud, j'arrive avec un temps qui correspond mieux au temps que de tout à l'heure à Paris, ou même à Lyon, mais j'ai pu voir la mer. Elle était grise, mais elle était très belle.
Et c'est vrai que le site de Toulon est un très beau site et que même si le soleil n'est pas là, la ville reste une belle ville et une ville d'histoire. Merci de m'avoir confié ce rôle de faire un petit point sur l'actualité en matière d'école, école avec un grand E. Et tous ces derniers temps, vous l'avez entendu, les médias ont été très porteurs de ce projet de réforme du collège voulu par la ministre Najat Vallaud-Belkacem, qui a fait beaucoup couler d'encre, fait dépenser beaucoup d'énergie d'opposition, mais qui de toute façon va rentrer en application à la rentrée de 2016. C'est pour ça que j'avais fabriqué un petit PowerPoint qui permet de remettre tout le monde en connaissance parfaite de ce qui est prévu dans cette réforme du collège. Alors, elle nous concerne tous directement si on a des enfants ou des petits-enfants, et de toute façon indirectement, parce que le collège c'est quand même un maillon important de l'éducation, et que ce qui est prévu ne va pas forcément dans le sens de l'ambition et de l'exigence. Après ce petit temps de présentation, eh bien, on fait un peu le point des propositions qui ont pu être faites par les Républicains et des grandes idées forces pour l'alternance, donc j'espère qu'elle arrivera en 2017. Puis ensuite, si vous souhaitez, nous pourrons échanger, ça va être plaisir. En plus que j'entendais aussi ce qui peut se passer sur Toulon, et que nous pourrons aussi évoquer d'autres sujets qui nous ont aussi beaucoup occupés, comme les rythmes scolaires, avec ce que ça a pu imposer aux collectivités, et avec une certaine incertitude sur le résultat que cela peut avoir en matière d'apprentissage. Pour la réforme du collège, je crois qu'il fallait repartir du contexte institutionnel, rappeler comment elle a pris place dans toute une démarche voulue par le gouvernement socialiste. En 2012, il y a eu une grande consultation nationale sur l'école, où tous les acteurs du monde de l'éducation sont venus dire leurs attentes et leur volonté de réorienter l'éducation nationale. En 2013, une loi importante, une loi d'orientation qui date du mois de juillet 2013 et qui s'appelle fort pompeusement la loi sur la refondation de l'école de la République, à croire qu'il n'y avait aucun soubassement à l'école républicaine, donc un titre ambitieux et un certain nombre d'orientations qui étaient intéressantes, comme la priorité à l'enseignement primaire, puisqu'on sait très bien que beaucoup de choses se jouent au primaire, et cette priorité affirmée de l'enseignement primaire est intéressante. La création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dite ESPE. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, socle commun qui avait déjà été introduit dans la loi de 2005 de François Fillon, considérant qu'il faut que tout élève soit armé d'un ensemble de connaissances dans les différentes matières, et pas seulement de connaissances, mais aussi de méthodes et de compétences. La culture a été rajoutée. Et puis la création d'un certain nombre de comités, dont pour la première fois un comité de suivi de la loi sur la refondation de l'école. Alors je représente le groupe Les Républicains dans ce comité de suivi de la loi sur la refondation de l'école, et l'objectif est de voir comment la loi s'applique à la fois dans les textes qui devaient être nécessaires pour la rendre applicable, mais aussi concrètement sur le terrain. Donc c'est l'évaluation de la création des écoles supérieures du professorat, l'évaluation d'un certain nombre de dispositifs, comme le dispositif plus de maîtres que de classes, là également l'accueil des plus jeunes dans les milieux défavorisés, etc. Donc c'est un comité de suivi qui se réunit très régulièrement et qui auditionne sur tous les thèmes qui sont portés par la loi de refondation de l'école.
Mais cette loi de refondation de l'école, si elle parlait du collège, elle ne portait pas du tout la réforme du collège telle qu'elle est présentée pour la rentrée 2016. Il n'y avait pas l'ensemble de ces dispositions dans la loi, et c'est en 2014 que sont venus des décrets d'application qui commençaient à prévoir l'organisation des enseignements au collège, les cycles d'enseignement, etc. Donc, toutes les dispositions qui concernent la réforme du collège n'ont pas été débattues dans l'hémicycle. Et c'est un peu ce qu'on reproche aujourd'hui à cette ministre, qui fonctionne beaucoup avec des outils, certes, des outils gouvernementaux qui existent, les décrets, les arrêtés, mais finalement jamais débattus dans l'hémicycle. Donc on a la possibilité de poser des questions d'actualité au gouvernement, on a la possibilité de s'exprimer dans différents lieux, mais à aucun moment la réforme du collège n'a été débattue en tant que telle dans l'hémicycle par les députés. Je souhaitais vous présenter aussi le contexte de situation, donc c'est la page suivante. Pourquoi cette réforme du collège? Alors c'est d'abord parti du classement de la France au sein des pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, qui regroupe à peu près 34 pays. Et ces classements de la France sont assez moyens, voire même mauvais, notamment pour les élèves défavorisés, comme vous le voyez, puisque nous sommes, pour les élèves en difficulté, 33e sur 34, ce qui n'est pas très brillant, et en moyenne 18e sur 34. Et le constat qui est fait est que la France continue à savoir former les élites, mais que l'écart se creuse entre les plus brillants et les plus en difficulté, et qu'il y a donc sans doute nécessité de personnaliser l'enseignement, d'autant que le fait qu'un certain nombre d'élèves soient de plus en plus en difficulté a un coût social, alors un coût humain bien évidemment pour les individus, pour les élèves et les familles, mais aussi un coût social important, puisque cela fait aussi des élèves en difficulté ensuite pour des apprentissages professionnels ou globalement une autonomie dans leur vie sociale. Le constat qui a été fait aussi est un constat, alors je ne sais pas s'il est réellement grave, le constat de journées et de semaines trop chargées pour les collégiens, comme on l'a fait pour l'école, en constatant que les semaines et les journées n'étaient pas forcément compatibles avec les meilleures possibilités d'apprentissage. Je ne suis pas sûr que l'on règle la question à travers la réforme qui est proposée. Alors, quels sont les grands axes de la réforme du collège? Alors là, vous allez voir qu'on ne peut être que d'accord avec ce qui est mis comme orientation. Alors, je vous laisse lire le titre du document qui les présente. C'est mieux apprendre pour mieux réussir. On ne peut qu'adhérer à cette ambition. Mieux apprendre, mieux réussir. Je crois qu'on est tous d'accord, avec un certain nombre d'axes qui, pareil, renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux, on est d'accord. Tenir compte des spécificités de chaque élève, on est d'accord aussi. Donner aux collégiens des compétences adaptées au monde actuel, bien évidemment. Faire du collège un lieu d'épanouissement et de construction de la citoyenneté, ça c'est pour répondre au grand constat d'un ministre qui dit qu'on s'ennuie au collège et qu'il faut trouver une solution pour que les élèves ne s'y ennuient plus. Donc voilà, lieu d'épanouissement. Ce qu'on peut aussi souhaiter, puisque nos enfants passent un nombre important d'heures dans leurs établissements et qu'on peut aussi souhaiter qu'ils s'y sentent bien. Alors, quels sont les grands points de la réforme? C'est le slide suivant. D'abord, 26 heures d'enseignement par semaine, pas une de plus. Avec 3 types d'enseignements qui sont obligatoires. Les enseignements communs, donc c'est les matières habituelles, avec des horaires un peu réduits. L'accompagnement personnalisé, dont je vais vous parler plus tard. Et les fameux EPI, vous avez sans doute entendu parler de cela, qui sont les enseignements pratiques interdisciplinaires,
c'est-à-dire mettre en commun pour une réalisation concrète plusieurs disciplines. Alors, les 3 types d'enseignement doivent être compris dans l'horaire. C'est-à-dire que l'accompagnement personnalisé, c'est pris sur l'horaire disciplinaire, mais utilisé différemment. Ça n'est pas des heures supplémentaires, l'accompagnement personnalisé, de même que pour les EPI, dont on parlera aussi par la suite, c'est pris sur le temps disciplinaire. C'est donc ce qui pose beaucoup de problèmes aux enseignants, puisque de toute façon, ils ont des programmes, ils ont un certain temps d'enseignement de leur discipline, et que quelque part, pour mettre en place l'ensemble de ces dispositifs, il faudra rogner, entre guillemets, sur les heures de discipline. Alors, l'interdisciplinarité, c'est pas non plus une nouveauté, hein, ça a toujours existé dans les établissements, que certains enseignants, par ce qu'ils avaient un certain nombre de projets communs ou de liens entre eux, conduisaient des projets interdisciplinaires. Donc moi je me souviens, dans un des collèges qui était de mon canton à l'époque où j'étais encore conseillère générale, puisque de toute façon à Lyon, enfin sur la métropole de Lyon, il n'y a plus de conseillers départementaux, puisque nous sommes une nouvelle collectivité où les compétences du département sont exercées par l'intercommunalité. Donc dans un des collèges de mon canton, eh bien, il y avait un professeur de français, un professeur d'histoire, un professeur de dessin qui conduisaient des projets communs en matière d'architecture et donc à la fois sur la façon de décrire, donc l'histoire, la façon de dessiner, etc. Donc l'interdisciplinarité, ça a toujours existé, mais là, elle est institutionnalisée, et vous allez le voir, elle est rendue obligatoire, mais pas avec une autonomie qui aurait pu être considérée comme permettant de la création et des initiatives, mais sur des thèmes qui sont obligatoires. Alors, l'accompagnement personnalisé, un petit focus. Alors, bon, l'accompagnement personnalisé, vous l'avez compris, c'est pour faire face à l'hétérogénéité des élèves, donc améliorer leur performance, prendre en compte leurs besoins spécifiques et surtout adapter les objectifs aux besoins des élèves. Ce qui est exigeant en termes de prise en charge d'une classe, quand il y a une trentaine d'élèves avec une grande hétérogénéité, c'est pas si simple que cela que de véritablement faire soit de l'approfondissement, soit du soutien, soit de la remise à niveau en fonction des situations. Alors je vous donne les horaires qui sont prévus, c'est 3 heures en 6e, 1 à 2 heures en 5e, 4e, 3e. 5e, 4e, 3e, ça fait un cycle. Hein, puisque la 6e est rattachée au cycle précédent de l'école primaire. Venons-en au fameux enseignement pratique interdisciplinaire. Alors, on ne va pas reprendre tous les thèmes, mais vous voyez qu'ils doivent prendre place dans ces 8 thèmes. On a bien 8, c'est ça? Oui, j'ai bien mis 8. Donc, dans ces 8 thèmes-là, hein, il ne s'agit pas d'aller d'avoir d'autres idées, c'est dans ces 8 thèmes-là qu'ils doivent s'inscrire. Avec une organisation qui est également extrêmement rigide et qui me fait dire qu'il vaudra mieux que les élèves ne changent pas d'établissement en cours de cycle 5e, 4e, 3e, parce que sinon ça va être un peu compliqué pour chaque élève. Puisque l'élève doit traiter au moins, il doit traiter au cours du cycle 4, puisque ça ne concerne pas la 6e, 5e, 4e, 3e, au moins 6 thématiques que nous avons vues, en faisant au moins 2 enseignements pratiques interdisciplinaires par an. Donc en termes d'organisation, c'est extrêmement rigide et extrêmement exigeant, puisqu'il faut que tout cela ait été bâti aussi par les enseignants dans le cadre d'un emploi du temps, hein, puisqu'il faut arriver à trouver les temps qui conviennent à l'ensemble de ces exigences.
Donc c'est une démarche de projet, donc c'est le souci, c'est vrai qu'on n'avait pas la tradition du travail en équipe, et c'est le souci de faire changer un peu les méthodes d'apprentissage et de mettre plus de travail collectif au sein des collèges, puisque ces élèves, lorsqu'ils seront dans la vie professionnelle, seront tous amenés à travailler beaucoup plus en équipe peut-être que cela n'était exigé autrefois. Donc avec cette exigence, la réalisation concrète, individuelle ou collective, l'usage du numérique et éventuellement la pratique des langues vivantes. Alors, il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été donnés, et notamment lors d'une formation dans l'Académie de Lyon, pour un EPI qui regroupait le français et les sciences, les SVT. C'était bâtir un menu végétarien après la lecture de Madame Bovary et savoir si Madame Bovary mangeait équilibré. Donc voilà, ça peut sembler bon, un peu folklorique. Hein. Et puis un autre exemple, je crois que c'était à Bordeaux, qui alliait le sport et les mathématiques, c'était construire une pyramide à partir d'un jeu théâtral, donc ayant supposé un certain entraînement. Et puis il y a plein d'exemples comme ça. Mais c'est vrai que ça peut donner lieu à bien des interprétations, et encore une fois, l'interdisciplinarité est une nécessité, le travail collectif est une nécessité, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon outil pour y parvenir, compte tenu de l'exigence d'organisation que cela suppose. Je voulais vous faire aussi un petit focus sur les langues étrangères et les langues anciennes. Alors, vous l'avez sûrement entendu, les classes bilingues et les classes européennes sont supprimées. Parce que c'est une surcharge d'emploi du temps, on en revient à l'idée des journées et des semaines trop chargées, parce que c'est une démarche élitiste, et ça, l'élitisme, c'est à bannir. Hein. Et puis, parce que c'est une technique pour éviter certains établissements. C'est-à-dire que pour certaines familles, c'est le moyen de dire je ne vais pas dans l'établissement de secteur puisque mon enfant veut être en classe européenne, etc. Donc il a passé. Alors, ce qui est d'ailleurs assez choquant pour les classes européennes, parce qu'on demande aux élèves, une lettre de motivation. C'est pas si simple que cela d'y entrer. On leur demande une lettre de motivation. Et ceux qui cette année étaient en quatrième, donc après avoir été choisis suite à un processus, et bien en troisième, ça va être terminé. Alors je trouve que de la part d'adultes, c'est quand même pas très éducatif que de dire aux enfants, vous vous motivez, vous nous exprimez votre motivation, et puis nous, d'un trait de plume, on raye tout ça, et puis on décide qu'à la rentrée prochaine, c'est terminé. Alors par contre, les classes bilingues sont maintenues. Alors les REP, c'est les réseaux d'éducation prioritaires, et elles sont maintenues aussi lorsqu'elles font suite à l'enseignement d'une langue autre que l'anglais en école élémentaire. Ça, c'est parce qu'il y a eu un tollé de la part de l'Allemagne, enfin, de l'Allemagne, l'ensemble de ses représentations, puisqu'il y avait des accords avec l'Allemagne pour l'apprentissage de l'allemand. Donc il y a eu un premier revirement, et puis ensuite ça s'est étendu aussi à d'autres langues. Mais voilà, ce principe, c'est celui-là, sauf que ça a été très inégalement suivi sur le territoire. C'est-à-dire que dans l'Académie de Paris, toutes les classes bilingues sont maintenues. Dans l'Académie de Caen, il y en a moins de 10%. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est sur Aix-Marseille. Et le département de Strasbourg maintenu également. Alors, les deux petits-enfants ont signé un contrat bilingue des classes européennes il y a quelques jours. Voilà, parce que ça fait partie donc, des académies où, compte tenu de ce qu'on apprenait une autre langue que l'allemand en élémentaire, il y a la possibilité de poursuivre le bilan. Donc vous voyez encore une fois des principes qui sont fixés, et puis toute une suite de dérogations,
Et de dérogation, c'est pour ça que bon, j'avais posé dans les questions d'actualité au gouvernement cette question-là, à laquelle elle n'a absolument pas répondu. C'est-à-dire que alors, certaines académies ont fait plus d'efforts pour maintenir les classes bilingues, d'autres moins, mais c'est quand même, alors on n'est pas pour une égalité parfaite sur l'ensemble du territoire, mais quand même pour une certaine équité. Et bien alors, la langue vivante par contre, alors le grand argument de la ministre est de dire oui, mais nous commençons la langue vivante 2 en 5e. Donc s'il y a plus de classes bilingues ou moins de classes bilingues, plus de classes européennes, de toute façon, la langue vivante 2 débute en 5e, donc une année plus tôt que ce qui était antérieurement prévu. Alors, s'agissant des langues anciennes, là, c'est de toute façon la suppression du latin et du grec en tant qu'option. Simplement, on pourra faire du latin et du grec dans le cadre des fameux enseignements pratiques interdisciplinaires sur la thématique langue et culture de l'Antiquité, et avec un complément sur des horaires complémentaires qui sont dans la dotation horaire globale qui est confiée aux établissements, donc 1 heure en 5e, puis 2 heures en 4e et 3e. Alors sur les langues anciennes, c'est quand même là aussi une vision très réduite de qui choisissait le latin et le grec. Parce qu'il y avait dans des établissements, même en réseau d'éducation prioritaire, un nombre important d'élèves qui choisissaient notamment le latin, le grec pas très souvent, mais notamment le latin, et qui réussissaient bien. Donc il n'y avait pas forcément une connotation latin élitisme. Mais donc l'évacuation de cela en tant qu'option, et puis c'est très bien de dire qu'on peut le faire dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires, sauf que si on le lie aux cultures de l'Antiquité, les élèves, ils apprennent l'Antiquité en 6e, et qu'en 6e, il n'y a justement pas de pays. Donc on ne voit pas bien, là aussi ça a été mal bâti, puisque de toute façon, la correspondance avec leur enseignement d'histoire, ça serait en 6e, mais en 6e, on n'a pas d'enseignement pratique interdisciplinaire. Bon, certains ne regrettent pas la disparition du latin, puisqu'ils considéraient que ce n'était pas forcément une matière importante. Je pense que c'est dommage de ne plus en donner la possibilité aux élèves qui choisissaient de le faire. D'autre part, moins nous aurons de latinisme, on va appauvrir aussi le vivier pour l'enseignement du latin et du grec, puisque les élèves n'en auront pas fait forcément pendant leur temps de collège, pas sûr qu'ils le prennent en lycée parce que ils peuvent avoir fait d'autres choix, notamment quand ils sont en terminale S et ES. Et puis, encore une fois, il y avait des élèves qui y trouvaient aussi plaisir et formation. Et je crois qu'on ne peut pas renier non plus notre latinité et que quelque part dans la langue française comme dans la culture française, il y a une bonne part de latin. Voilà, on arrive à la fin de ce qui était présenté en PowerPoint, mais je voulais simplement faire un petit commentaire sur la rentrée 2016. En 2016, les programmes changent sur les 4 ans en même temps. Et la réforme s'applique sur tous les niveaux en même temps. Bon, tous les collèges ne sont pas prêts. Alors justement, je ne sais pas, il y a sûrement une grande diversité dans les collèges, puisque toute cette organisation, vous l'avez vu, l'interdisciplinarité, l'accompagnement personnalisé, ça doit passer par toute une organisation. Alors d'abord dans les conseils d'enseignement, c'est-à-dire tous les professeurs de la même discipline, ensuite en conseil pédagogique, c'est-à-dire en représentant par discipline, et ensuite en conseil d'administration. Et il y a des conseils d'administration qui n'ont toujours pas pris de décision par rapport à l'organisation de l'emploi du temps pour la rentrée 2016. Et emploi du temps qui ne touche pas seulement la 6e, parce que souvent, vous savez, quand on applique des réformes, on commence par un niveau, et puis ensuite, au fur et à mesure, ça avance. Là, l'application, elle est systématique, et pour les programmes,
avec tous les problèmes sur la sortie des manuels scolaires, etc., et pour l'application de cette réforme dont nous venons de parler. Voilà, je ne sais pas si vous préférez qu'on fasse une petite pause maintenant, ou si j'évoque rapidement les orientations de notre formation politique, puisque, alors pour ceux qui suivent l'actualité du projet des Républicains pour l'alternance, il y a eu une journée de travail, éducation et enseignement supérieur, qui prenait place le 6 avril après un long travail par groupe thématique, et qui a donc, à l'issue de tables rondes et de ce travail sur une année précédente, rendu un document qui est disponible sur le site et qui s'oriente sur 4 thèmes. Alors le dernier, c'est sur l'enseignement supérieur, donc ça nous concerne moins dans le cadre de cette réunion. Le premier thème, c'est sur rendre à l'école sa mission première de transmission des savoirs. Et donc là, il y a un paragraphe sur le collège, puisque malgré tout, au fil des années, on a assigné à l'éducation nationale de plus en plus de missions. C'est-à-dire tout ce que la société ne savait pas résoudre, il appartenait à l'éducation nationale de le résoudre en termes de comportement, en termes de relations avec la famille, etc. Donc, on a de plus en plus élargi les missions de l'éducation nationale, et il nous semble important qu'on redonne à l'école sa mission première, qui est de transmission des savoirs. Alors quand on dit savoir, c'est pas seulement une somme de connaissances, hein, c'est aussi, comme nous l'avons dit, des compétences et des moyens d'être autonome sur à la fois sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Dans ce cadre-là, il y a des propositions pour le collège. Ne pas revenir sur ce débat éternel, collège unique ou pas collège unique, puisque de toute façon c'est encore très idéologique, mais simplement redire que cette réforme du collège avec l'interdisciplinarité telle qu'elle est prévue, elle ne convient pas, et qu'il faut certes qu'il y ait un certain nombre de disciplines communes, et ensuite des choix d'options qui permettent justement de s'adapter aux capacités et au goût de l'ensemble des collégiens, voire d'ailleurs des options qui aujourd'hui ne sont pas prévues et qui pourraient être des options beaucoup plus d'enseignement pratique. Donc c'est dans cette thématique-là, l'orientation collège, pas de débat sur la nature même du collège, on laisse ça aux idéologues, mais on rebâtit quelque chose à la fois sur des matières enseignées en commun et sur un choix d'options éventuellement beaucoup plus diverses qu'aujourd'hui. Un autre thème est important, c'est celui sur la réaffirmation de l'autorité à l'école, de l'excellence, du mérite et de la laïcité. Alors la laïcité, c'est moins le sujet ici, mais sur l'excellence et le mérite, c'est vrai qu'avec l'ensemble de ces orientations qui sont plus ou moins rentrées en application, c'est-à-dire éventuellement plus de notes, plus de sanctions, le fait aussi que si l'on est, il ne faut pas affirmer qu'on est bon, qu'on est à un bon niveau. Il faudrait au contraire avoir un nivellement plus égalitaire. Donc je crois qu'il faut réaffirmer cette idée d'excellence et de mérite. Et la dernière mesure de la ministre est quand même assez symptomatique là-dessus. Elle a pris la décision d'affecter une somme de bourses supplémentaires pour tous les lycéens déjà boursiers qui ont abandonné leurs études depuis plus de 5 mois s'ils viennent se réinscrire dans une formation. Alors d'abord, pratiquement, je ne vois pas comment 1 000 € vont pouvoir motiver pour aller reprendre un apprentissage, quand d'ailleurs on sait que plein de petits boulots pas très légaux nous rapportent souvent bien plus philosophiquement. Et puis, la prime à l'oisiveté, je trouve que c'est quand même scandaleux. C'est-à-dire que celui qui s'accroche
qui, malgré les difficultés au lycée, va dire j'y reste, je progresse, je fais les efforts qui sont nécessaires, lui de toute façon il aura sa bourse basique, et celui qui sera parti pendant 5 mois, pour autant qu'il revienne s'inscrire dans un lycée pour une formation, il aura droit à cette prime. Alors, c'est symptomatique du comportement socialiste. Hein. Ce n'est pas la prime au mérite. Nous, on avait créé les bourses au mérite hein, pour un certain nombre de lycéens qui réussissaient bien alors qu'ils n'avaient pas forcément une situation sociale intéressante. Donc là, ce n'est pas la bourse au mérite, c'est la prime à loisiveté. Donc je pense que c'est important de réaffirmer de façon un peu symbolique ces valeurs d'autorité, mais aussi de mérite et d'excellence. Et puis il y avait un 4e thème sur l'efficacité du service public de l'éducation nationale. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce que l'on peut reprocher à ce très grand ministère. Il y a un ministre qui parlait de dégraisser le mammouth, et c'est vrai qu'on se rend compte que eh bien, l'accumulation des statuts, l'accumulation des dispositifs et des dispositions rend l'ensemble du fonctionnement de l'éducation nationale extrêmement lourd. Donc l'idée est de travailler à la déconcentration, c'est-à-dire faire en sorte qu'un certain nombre de décisions puissent être prises au niveau des académies ou même infra si cela est nécessaire. Alors évidemment, on ne touchera pas aux diplômes, on ne touchera pas au programme, on ne touchera pas, ils resteront nationaux, mais il faut plus de déconcentration pour ce grand ministère. Affirmer aussi plus d'autonomie aux établissements. Alors, autonomie des établissements, ça ne veut pas dire la liberté de faire comme on veut, mais c'est donner, par exemple, dans le cadre de ce souhait d'interdisciplinarité, beaucoup plus de liberté aux établissements pour s'organiser, ce qui suppose plus d'autorité aussi pour le chef d'établissement, hein, ce qui aujourd'hui n'est peut-être pas suffisamment le cas. Et l'autonomie, elle va forcément avec l'évaluation. Si vous donnez plus d'autonomie, il faut aussi que vous ayez prévu l'évaluation. L'évaluation, ce n'est pas simplement l'évaluation d'élèves, ce n'est pas simplement l'évaluation de l'enseignant. C'est globalement l'évaluation de l'établissement et des objectifs qu'il s'est fixés au regard des élèves qui y sont inscrits. Et puis dans ce cadre-là, et ça a particulièrement d'écho en ce moment, c'est maintenir la liberté de choix des parents, ne pas réouvrir la guerre scolaire. La liberté de choix, elle est inscrite dans la Constitution pour l'enseignement. Même si les parents choisissent de faire un enseignement à domicile, ça doit rester leur liberté. Et vous avez entendu que la ministre a décidé d'encadrer beaucoup plus cette liberté puisque aujourd'hui, et on n'a pas la possibilité de faire suffisamment d'inspections dans les établissements hors contrat, eh bien, elle va passer à un autre système qui, au lieu de permettre la déclaration d'un établissement qui ensuite est inspecté, il faudra au préalable avoir eu une autorisation. Alors c'est un système qui existe en Alsace, parce que c'est héritier du système qu'ils ont connu pendant certaines périodes, mais c'est quand même aussi une réduction de la liberté d'enseignement. Alors certes, il y a des dérives dans les établissements contrats, notamment des dérives communautaristes, mais ça n'est pas parce qu'on est incapable de faire face à ces dérives qu'il faut remettre en cause un principe qui est un principe, encore une fois, constitutionnel. De même pour l'enseignement à domicile, eh bien, il vaut mieux aller vérifier régulièrement le niveau des élèves dont les parents ont choisi de faire l'enseignement à domicile, plutôt que d'emblée considérer que c'est un mauvais système, avec bien sûr toutes les limites que cela doit avoir. Mais dans les écoles hors contrat, il y a les écoles Montessori, il y a un certain nombre de méthodes qui sont aussi développées dans ces écoles-là. Il ne faut pas, parce qu'il y a des dérives et parce qu'on s'est montré incapable de faire face à ces dérives, ne pas garder cette idée qu'il reste une certaine liberté pour les parents qui sont, je le rappelle, les premiers éducateurs des enfants. Voilà, j'en ai terminé en espérant avoir été suffisamment
clair et pas trop détaillé. Et puis c'est avec plaisir que je te laisse, Julien, organiser le débat s'il y a des questions, des souhaits d'expression. Merci Dominique, c'est effectivement très clair, synthétique et je pense permettant aussi un certain nombre de réflexions et qui vont susciter questions. Donc sans plus attendre, on va passer le micro dans la salle. Là. Bonjour madame, c'est un Lyonnais qui qui a fait son secondaire au lycée du Parc. Ah très bien, dans ma circonscription. Ouais. Bon, il se trouve que je suis créateur d'une école hors contrat, primaire. Donc nous avons, actuellement je vous parle, nous avons 20 inscrits, donc c'est une petite école. Si je voulais vous poser une question au-delà de ce que vous avez dit à propos de la conférence de presse de madame le ministre la semaine dernière, je pense que le sectarisme qui est craint, ce n'est pas le rôle du ministère de l'Éducation. C'est le ministère de l'Intérieur qui doit s'en occuper. Ensuite, ce qui me fait beaucoup plaisir, c'est que vous avez employé vous-même et madame Lévy deux mots qui sont très importants, c'est le dogmatisme et l'idéologie. Et je pense que c'est à ça qu'il faut s'attaquer vraiment si nous faisons l'alternance. Quel commentaire pouvez-vous nous faire sur ces deux questions? Merci monsieur de votre intervention, puis merci de votre initiative, parce que je pense que ça n'est pas si simple que cela de créer une école et d'arriver à la faire fonctionner. Bon, je ne peux qu'être d'accord avec vos propos, ce qui caractérise aujourd'hui cette ministre. D'ailleurs, c'est étonnant qu'elle veuille devenir députée, puisque de toute façon, elle n'accepte pas du tout le débat. Enfin, elle veut devenir députée dans une circonscription à côté de la mienne, puisqu'elle n'était pas venue contre moi lors des dernières législatives. Mais elle est persuadée, elle est inaccessible au doute, de toute façon, cette ministre, inaccessible au doute. Et elle est persuadée de ce qu'elle affirme avec ses grandes idées, alors qui sont pour beaucoup conduites par les pédagogistes du ministère, et avec justement cette idée que si les enfants s'ennuient à l'école, il faut leur donner à jouer, etc. C'est-à-dire en revenant sur un certain nombre de conceptions qui sont malgré tout les conceptions traditionnelles de l'instruction publique telle qu'elle a été voulue aussi par Jules Ferry. Donc oui, dogmatisme, idéologie, je crois qu'il faut, et en matière d'éducation, assez souvent on manie les grands principes. Et d'ailleurs on se rend bien compte de la difficulté qu'il y a ensuite, parce que les grands principes ils sont maniés au niveau ministériel, au niveau des différents conseils, et puis ensuite on voit bien que sur le terrain, ça n'arrive pas toujours, et de toute façon ça perturbe beaucoup. Dans le cadre justement du comité de suivi sur la loi de refondation de l'école, moi c'est un des constats que j'ai fait. C'est-à-dire que quand on interroge les grands services du ministère, eux ils ont tous des tableaux qui sont parfaits, etc. Tout va bien, on a répondu aux grands objectifs, aux grandes idées qui étaient fixées. Et puis quand on va un petit peu plus bas sur le terrain, on se rend compte que de toute façon on n'a pas complètement compris tout ce qui était, parce que c'est souvent, c'est abondant, hein, ce qui sort du ministère. Hein. Il y a la loi certes, mais il y a tous les décrets, les arrêtés, les circulaires, etc. Donc il y a une littérature abondante qui ne permet pas finalement l'organisation sur le terrain. Et finalement, il y a très peu de confiance faite aux acteurs de l'éducation. Hein. Ça va avec ça, c'est-à-dire que de grandes idées, de grande idéologie, mais très peu de pragmatisme et très peu de confiance aux enseignants. Pour ça, je dis qu'il faudrait changer de méthode en considérant qu'il faut plus de... Alors,
façon, il y aura toujours un cadre général, mais qu'il faut aussi laisser plus d'autonomie aux établissements, faire plus confiance, mais cela va avec l'évaluation. Alors vous savez qu'en France, l'évaluation, c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire ou pas du tout faire. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un domaine d'éducation ou un domaine social que l'évaluation n'est pas possible, pour autant qu'on l'ait prévu à l'origine. C'est-à-dire que s'il y a, dans certains établissements, s'il y a une sorte de convention d'objectifs et de moyens, ben, il faut aussi prévoir les outils de l'évaluation. Donc je crois qu'en effet, il faut moins d'idéologie, ce qui ne veut pas dire moins d'ambition, et ce qui ne veut pas dire non plus moins de cadrage, mais plus de concret et plus de confiance faite à la fois aux enseignants et donc aux établissements. Et je pense notamment au rôle du chef d'établissement et notamment dans les écoles, où le directeur n'est jamais qu'un père parmi ses pairs, hein, il n'a pas... et donc, il a peut-être pas la possibilité de conduire un certain nombre d'orientations sur son école parce qu'il n'a pas autorité sur l'enseignement des maîtres qui sont dans son école. Donc je crois qu'il y a toute une réflexion. Notre collègue Frédéric Reiss, qui est le responsable des députés Les Républicains au sein de la commission éducation affaires culturelles, lui milite beaucoup pour ce statut du chef d'établissement, considérant qu'il doit avoir un rôle beaucoup plus important, qui n'est pas un rôle d'une autorité dans le sens d'une hiérarchie et d'un pouvoir, mais véritablement, si on veut notamment faire plus de collectifs et avoir des objectifs partagés par tout le monde, avoir un rôle de conduite. Mais bravo pour votre initiative. Alors, votre école, elle a déjà plusieurs années d'existence. Oui. Nous l'ouvrons au 1er septembre. Très bien. Voilà, donc avec toutes les difficultés que vous avez mentionnées et les inquiétudes que nous avions compte tenu des déclarations de la ministre de la semaine dernière. Et moi, il y a une idée qui me plaît beaucoup, si je peux me permettre de compléter, c'est ce qui se passe en Suède. Ce qui s'est passé en Suède plutôt dans les années 1995-2000. Je pense que c'est ça qu'il nous faut, franchement. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas le pragmatisme de nos amis du Nord. Hein. C'est sans doute ce qui nous manque, mais et je dis encore une fois, le pragmatisme, ça n'est pas refuser les ambitions et les grandes orientations. Hein. Mais je crois que après, et notamment l'idéologie, alors singulièrement, vous direz, à ma place où je suis, c'est normal que l'idéologie socialiste, elle ne me plaise pas beaucoup. Mais alors, vraiment, cette ministre de l'Éducation nationale, alors, déjà on avait eu Vincent Payon, qui lui considérait qu'il était le seul à définir la vérité, et elle est inaccessible au doute. Voilà. Donc ce qu'elle propose est forcément la solution qui s'impose. Bonsoir madame. Je voulais savoir, j'ai deux questions. La première, c'est le titre, le sous-titre, les classes bilingues et les classes européennes sont supprimées. Alors je voulais savoir, est-ce que c'est pas justement cette forme cette directive brider les meilleurs élèves déjà, et plus tard, dans les 10 ou 15 ans à venir, vous parlez de 6e, 5e, 4e, etc., on va dire dans les 10 ou 15 ans à venir, brider nos élites brider nos futures élites et brider notre économie, parce qu'on est dans le monde, dans la mondialisation, enfin, on est dans un monde très ouvert, on est obligé de parler au moins 2 langues, voire 3, donc déjà premièrement ça, donc c'est quelque part, je pense que c'est brider, je ne sais pas si vous le voyez, brider l'élite, la future élite, et deuxièmement, vous parliez des classes des enfants ou des jeunes, on va dire, défavorisés, des jeunes qui sont en difficulté, en très grande difficulté, il y en a beaucoup. Est-ce que peut-être il n'y aurait pas une idée, alors là je ne parle pas des jeunes, mais ça serait un peu plus tard, vers 18-20 ans, peut-être faudrait instaurer une forme de service militaire, parce que quelque part, les jeunes, ils sont mauvais, enfin, il y a des jeunes qui ont de mauvais résultats, mais je pense qu'au départ, ce n'est pas tellement des questions intellectuelles, c'est une structuration de l'esprit. Si on arrivait à les canaliser, on arriverait à avoir des gens qui suivent en fait. Je pense. Oui, merci monsieur pour vos propos, mais enfin, moi
bon, j'ai beaucoup milité dans les associations de parents d'élèves, et monsieur, vous parliez du lycée du Parc, j'ai notamment été présidente pendant très longtemps d'une association de parents d'élèves du lycée du Parc, et à étudier, mais que ce soit le lycée du Parc ou d'autres établissements, on se rend compte qu'il faut qu'il y ait la même exigence pour chaque élève, mais pas avec les mêmes moyens. Et c'est... on ne peut pas dire, ah ben cet élève-là, il a 13 ans, il est trop grand pour rentrer sur une table de l'école, le primaire, on va donc le faire passer en 6e s'il n'a pas les moyens de suivre en 6e. En fait, on lui rend le plus mauvais des services, puisque de toute façon, il va traîner ses difficultés tout le temps. Donc, je crois que l'exigence, elle doit être identique pour tous. Quand je parle c'est pas forcément l'exigence sur l'ensemble des matières, une exigence de connaissances et une exigence de compétences, la même pour tous, mais pas avec les mêmes moyens. Ensuite, c'est l'importance de l'école primaire. Si de toute façon on sait à l'école primaire enseigner les fondamentaux, normalement ça devrait pouvoir suivre. Alors pas forcément dans des classes, tout le monde n'ira pas en seconde S, mais quelque part tout le monde doit trouver la possibilité de s'inscrire dans une formation du niveau supérieur. Et cette priorité donnée au primaire, à mon avis, elle est fondamentale. C'est pour ça qu'on est d'accord avec ça, mais c'était déjà affirmé dans la loi Fillon avec le socle de connaissances. Et puis, sans doute aussi accepter cette idée que il faut être moins rigide sur les classes, et donc on avait notamment évoqué l'idée aux Républicains d'avoir une sorte de CP+, c'est-à-dire que pour un enfant qui par exemple est plus lent pour l'apprentissage de la lecture, il se retrouve dans une classe où on lui permet de terminer l'apprentissage de la lecture en raccrochant éventuellement tout de suite derrière le C1, vous voyez, mais avoir des sortes de sas. Parce que tous les enfants, d'abord, ils ne sont pas tous nés à la même date, et on sait que dans l'année, on sait que c'est très très différent. Un enfant qui est né au mois de janvier versus un enfant qui est né au mois de décembre, notamment dans les petites classes, ça change beaucoup. Et donc donner un tout petit peu plus de souplesse pour cette maturité. Et sur les jeunes, internats d'excellence qui avaient été mis en place ont été supprimés, remplacés par des internats de réussite éducative dont on n'a pas bien vu d'ailleurs où on les avait installés, parce que l'objectif était celui-là de permettre à des élèves qui étaient de milieux qui étaient sous une influence qui n'était pas forcément favorable, d'aller dans des internats et de pouvoir suivre un cursus scolaire tout à fait protégé et bénéfique pour eux. Oui, je crois qu'il y a un certain nombre de mesures. Alors, on parlait du service militaire. Je ne suis pas sûr qu'on reviendra au service militaire. Par contre, l'idée des services civiques et éventuellement l'idée pour un certain nombre de jeunes pour leur permettre de retrouver un cadrage, d'avoir des établissements qui permettent cela du type internat. Alors par contre, tout ça nécessite des moyens. Et comme vous savez que la vision des ministres socialistes, c'est le quantitatif et pas forcément le qualitatif. Vous voyez, l'affirmation c'était on recrute 60 000 enseignants. Alors on recrute 60 000 enseignants, on n'a jamais démontré qu'il y avait peut-être ce besoin-là, surtout qu'il y a quand même un certain nombre d'enseignants qui sont dans des services qui ne sont plus devant les élèves. On n'a jamais fait véritablement l'état des lieux des besoins qui étaient ceux de l'éducation nationale. Donc on a dit on recrute 60 000 enseignants. Bon. Ça semblait très marquant d'une priorité donnée à l'éducation et à la jeunesse. Et puis même chose, on décide de revaloriser les salaires des enseignants. Moi, je pense en effet qu'il faut revaloriser le salaire des enseignants, sauf qu'on le fait sans contrepartie. Donc on aurait pu, à l'occasion de la revalorisation de leur carrière et des salaires, on aurait pu aussi dire, ben voilà, aujourd'hui le métier d'enseignant a changé,
vous avez tant d'heures de cours, 16 heures, 18 heures de cours, enfin c'est un peu moins dans les zones d'éducation prioritaire, mais vous allez avoir un peu plus de temps de présence ou, par exemple, prendre en considération que dans l'environnement du collège, vous avez aussi un rôle à jouer. Mais voilà, on dit on augmente, mais sans contrepartie. Quand je dis contrepartie, c'est évolution, parce que même les enseignants s'en rendent bien compte, d'ailleurs eux-mêmes ils le font. Eux-mêmes, ils le font dans les établissements. Ils ont aujourd'hui un rôle qui est très différent de celui de l'enseignant qui venait sur son estrade, qui faisait pendant 1 heure son cours. On sait très bien que les enseignants aussi ont changé. D'ailleurs, ils acceptent très bien cette idée de changement, mais à condition que ce soit dans le respect de leur rôle. Mais c'est vrai qu'il y a plein de dispositifs qui seraient intéressants. Là aussi, de l'intérêt de la déconcentration, parce que les besoins ne sont pas les mêmes partout. Hein, et de même que l'organisation peut être en fonction du territoire, de tel ordre à tel endroit. Dans certaines zones, vous n'avez pas forcément besoin d'un internat, vous avez besoin éventuellement d'un établissement qui accueille à la journée. Dans d'autres endroits, il vaudra mieux un internat, etc. Donc, vous voyez, la déconcentration, c'est-à-dire plus d'autonomie au territoire, c'est pas refuser le côté national de l'éducation, mais c'est se dire aussi, sur un certain nombre de réponses à apporter, on peut être un tout petit peu plus pragmatique et tenir compte des richesses du territoire ou de l'organisation du territoire.